Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Lisa Pariente. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors tu es chanteuse, le public t'a découvert sur les réseaux sociaux, il y a quelques années maintenant, et notamment sur TikTok et YouTube. À l'époque, tu partageais des reprises en français de tubes anglo-saxons. C'est ça? C'est ça. Je crois qu'il y en a une qui a fait 6 millions de vues. Ouais, Dance Monkey, elle a pas mal pété, ouais. Et puis, il y a eu plusieurs singles et ton premier EP cette année intitulé Antidépresseur. On reviendra d'ailleurs sur le choix du titre. Déjà, est-ce que tu es contente du rendu? Très contente. Ça a été laborieux et jusqu'au dernier moment, je ne savais même pas que j'allais appeler ce titre comme ça et que ça allait se passer comme ça. Donc, très, très contente. Comment est-ce que tu pourrais le présenter? J'aime bien le présenter comme un gros antidépresseur à donner aux gens, parce que ça a été mon antidépresseur à moi de faire de la musique et d'écrire ces textes. Où je suis totalement moi et totalement vulnérable dedans. Et quand je vois aussi parfois l'effet que ça peut faire et à quel point ça peut fédérer les gens et que les gens peuvent se reconnaître dedans, j'aime aussi appeler ça un antidépresseur, même pour les autres qui le prennent comme tel aussi. C'est un médicament. C'est un gros médicament. La suite pour toi, c'est quoi? Il y a une date de concert qui est maintenant complète, Oui. aux Étoiles à Paris le 26 novembre prochain, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent. Il va y avoir aussi une petite tournée qui va arriver dans quelques villes de France. Et puis une autre date à Paris dans une salle encore un peu plus grande. Et ça, c'est voilà. Après novembre? Ouais. Est-ce qu'il y a un autre EP en préparation? On prépare un album aussi. Donc voilà. D'autres projets en dehors de la musique, peut-être? Pas du tout. Là, je suis concentrée à fond dans la musique. J'ai fait trop de choses avant où je me suis éparpillée. Là, c'est musique à fond. Donc on va arrêter de se projeter dans le futur, on va regarder un petit peu derrière. On va retourner à l'école, déjà pour commencer. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Paris. Quel arrondissement? J'étais dans le 17e pendant toute ma primaire, collège. Ton enfance là-bas, c'était comment? Dans le cocon familial, c'était incroyable. J'ai grandi avec des parents géniaux, une sœur géniale, plein d'amour, tout le temps, tout le temps. Toi, t'es l'aînée? Non, je suis la plus petite. D'accord. Donc la plus chouchoutée, c'est génial. Je peux faire toutes les conneries que je veux, c'est parfait. Mais l'école, beaucoup plus compliquée. J'ai détesté, je crois, toute ma scolarité. Toute la scolarité? À peu près, ouais. De l'école maternelle? Ouais, aussi, je détestais. C'est vrai? Bah, en fait, j'étais très petite de taille et ça plaisait pas aux gens qui, du coup, n'aiment pas la différence et qui me tapaient pour me dire c'est nul, t'es petite. Et du coup, j'ai. Ouais. Dès l'école maternelle? C'était compliqué, ouais. Ouais, je me faisais recaler de tous les jeux en groupe. J'avais pas le droit d'aller sur le grand toboggan qu'il y avait au milieu de la cour. Enfin, c'était des trucs où vraiment j'étais exclue parce que j'étais vraiment très très petite de taille. J'ai eu un problème de croissance. Parce que là, on te voit, tu as une taille tout à fait dans Et j'ai fait 4 ans d'hormones de croissance pour arriver à cette petite taille, qui est encore pas très grande. Mais ouais, sans ça, j'aurais dû faire genre 1m40. Et j'étais du coup très très maigre, pas du tout formée, de toute manière, j'étais en maternelle. Et ouais, donc du coup, j'étais vraiment mise à l'écart à cause de ça, parce que j'étais le bébé, la naine. J'en ai eu un peu, dont ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie actuelle. Ah, quand même. Mais ça a tourné pas mal, parce que les gens forcément se faisaient influencer par le fait que j'étais exclue par la majorité. Donc c'était assez compliqué. Mais ça a continué même après, parce que même les surveillants, il y avait des profs aussi qui n'étaient pas très cool et qui me faisaient des remarques. Donc c'était assez compliqué, surtout que je ne sais pas en parler. Comment? Ils te parlaient de ta taille, les professeurs? Ouais, par exemple, au début du collège, il y avait vraiment un surveillant qui est passé devant moi et qui m'a fait non, mais la primaire, c'est pas là. Et je me suis dit, ah d'accord, je ne me sens pas le collège. Donc ouais, hyper compliqué. Ça s'est calmé seulement à la fin du lycée, parce qu'en fait, même fin lycée, quand j'ai commencé du coup à prendre les hormones, etc., et donc à d'un coup grandir, prendre des formes, prendre du poids, d'un coup la tendance c'est à changer en mode alors qu'est-ce qui t'arrive, ah ça y est, elle a des seins énormes et elle a un ventre énorme et tout, donc ça a jamais vraiment été un bon moment. Donc non, pas de bons souvenirs du tout de la scolarité. Tu te sentais rejetée en fait? Oui, je l'étais, et je sentais aussi il y avait un truc un peu sournois, je sentais qu'on se moquait de moi. Et ils pensaient être subtils en se moquant de moi, alors que j'étais en mode je vois là que t'es en train de rigoler pendant que tu fais comme si que t'es copain avec moi, et je vois tes amis derrière qui te regardent et qui rigolent.
Donc c'était fou. Donc du coup, t'es tout de suite devenue méfiante finalement et Ouais, et du coup j'ai développé maintenant ce truc de défense absolue. De défense, en fait personne ne peut vraiment m'aimer, il y a toujours un petit truc derrière dont on se moque de moi et que je combats aujourd'hui grâce à ces gens-là avec une belle thérapie toutes les semaines. Et ça a commencé à quel âge la thérapie pour toi? Ça a commencé au début de ma dépression, il y a 2 ans. T'as quel âge là? J'ai 27 ans. Ok. Et t'étais en dépression à 25 ans? Et tu penses que c'est... Non, je pense que ça a créé un terrain, mais, mais non, la dépression, elle est arrivée bien après, quand je savais pas trop quoi faire de ma vie, il y a 2 ans, où je sortais d'une situation professionnelle un peu compliquée, et où je me suis retrouvée vraiment toute seule avec plus rien, et je savais plus quoi faire du tout de ma vie, et j'étais toute seule, dans une relation même amoureuse qui me plaisait pas. Et là, je pense que la dépression a fait c'est le moment que je débarque. Et heureusement d'un côté, parce que la dépression, ça a été le moment dans ma vie où clairement mon corps m'a dit c'est soit tu te bats et tu changes là, soit tu arrêtes de vivre. Donc je fais ok, je me prends en main. Et à l'école, t'étais quel genre d'élève? Donc c'était compliqué avec les autres élèves. Ouais. C'était compliqué socialement de s'intégrer. Ouais. Mais est-ce que t'aimais à l'école? Est-ce que t'avais des bonnes notes? J'avais plutôt des bonnes notes pendant, surtout tout ce qui était petite enfance, donc jusqu'en milieu collège, j'étais assez forte. J'adorais travailler en primaire et tout, j'étais vraiment la petite chouchoute. Mais après, ça a un peu détérioré, je pense, mi-collège, où j'ai vraiment voulu, je pense, me centrer sur avoir des potes, dont des gens qui s'en foutaient de moi, mais je voulais un peu me créer une vie sociale. Populaire, quoi. Ouais. Ouais, j'ai voulu l'être. C'est souvent à cet âge-là au collège. Ouais, mais moi, j'arrivais pas du tout, c'était pitoyable. Mais du coup, j'ai essayé quand même, et donc je me concentrais moins forcément sur l'école, etc. Et donc j'ai commencé à être moins forte, mais j'ai toujours eu des bons résultats sans trop travailler ou quoi. Est-ce que tu dirais que ce dont tu as souffert durant ta scolarité, ça s'appelle du harcèlement? Oui, oui, complètement, ouais. Oui, c'était ça, c'était dès que j'allais à l'école, des remarques, des insultes, et même mes amis, je voyais qu'ils me tournaient le dos, etc. Donc oui, non, c'était clairement, je me faisais harceler quasi tous les jours. Ouais. Tu n'en parlais pas autour de toi? Non, parce que forcément, dans la tête d'un enfant, on se dit c'est un problème énorme. Donc je voulais surtout pas embêter mes parents avec ça. Je me suis dit, mais c'est horrible, le monde va leur tomber sur la tête. Et du coup, je n'osais pas leur en parler. Et par contre, j'ai fait part à ma mère à mes parents qui le voyaient, que j'avais vraiment une très petite taille. Je leur ai dit que j'aurais voulu, que j'aimerais prendre des hormones de croissance. Et une fois qu'on m'a dit que c'était bon, que je pouvais en prendre, parce que c'était énormément d'examens, là, j'ai tout dit à ma mère. Je lui ai dit, en fait, je voulais faire tout ça aussi parce que je me fais harceler, etc. Et là, je lui ai tout dit. Et ça a été une catastrophe pour elle que je lui dise tout ça après, parce qu'elle s'en est voulu de ne pas s'en être rendue compte avant. Mais surtout moi qui cachais très bien le truc, parce que pour moi, c'était énorme. Elle ne discutait pas avec toi du fait que tu sois en retard dans ta croissance? Si, ça, on en parlait beaucoup, mais je ne parlais pas du tout du fait que je me faisais harceler à cause de ça. Je lui disais juste, oui, je suis petite et ça me saoule, j'aime pas ça. Mais très vite, on a mis en place des choses pour que j'ai des hormones et pour que j'ai des aides pour ça. Donc, non, c'était assez... on en parlait très, très librement de ma petite taille, parce que même mon père a dû prendre des hormones de croissance. C'est quelque chose on est tous très petits dans ma famille, donc c'était assez logique. Mais j'osais pas parler de l'harcèlement lié à ça avant, parce que dans la tête d'un enfant, c'était un problème énorme, alors qu'il aurait suffi juste que je lui dise. Et elle serait allée voir le directeur et ça aurait été fini, quoi. Mais j'ai préféré tout garder et du coup, ça s'est empiré. Est-ce qu'il y a quand même des professeurs qui t'ont marqué positivement Oui, j'en ai un qui était justement très, 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 très grand. Et qui Tout est rapport de taille, finalement. Mais oui, mais c'est ce qui m'avait marqué. Il s'appelle Monsieur Sandron, si vous passez par là, Monsieur Sandron. Et il était très gentil avec moi. Et justement, il jouait du fait que j'étais très petite, parce que tout le monde le savait, tout le monde le disait, même les profs, etc. Et du coup, il me faisait des remarques, mais c'était toujours un peu marrant. Je descendais les escaliers, il fait « Attention, cette marche est beaucoup trop haute pour toi ». Et du coup, il en profitait pour me faire rire, et me porter, et me faire rire. Ça, ce genre d'humour, c'était OK pour toi? C'était OK parce que je voyais qu'il était très, très gentil avec moi sur tout le reste. Alors que j'avais une autre prof qui, elle, par contre, riait de moi ouvertement avec les autres et pas avec moi. Elle riait vraiment de moi. On parlait des Lilliputiens en cours et vraiment, elle s'est tournée vers moi. Elle a dit « Regardez, Lisa, c'est une Lilliputienne ». Et tout le monde avait rigolé et j'étais pas dans la blague. Du coup, là, c'était un peu plus compliqué.
Mais là, le prof qui, justement, venait de me faire une remarque en rigolant, mais après m'attrapait, me prenait dans ses bras, etc. Et c'était vraiment que bon enfant. Bah là, j'étais dans la blague avec lui et je rigolais avec lui. Et en plus, c'était toujours très bien vu par les autres élèves d'être la chouchoute un peu d'une prof quand on est enfant comme ça. Donc ça m'aidait en fait à ce moment-là d'être vue comme ça par ce prof. Aujourd'hui, tu es chanteuse. Tu l'as dit en introduction, ça va être toute ta vie, tu vas t'y consacrer. En ce moment, en tout cas, c'est vraiment le projet absolu. Oui. Est-ce que plus petite, il y avait un autre métier que tu rêvais de faire? J'ai voulu faire plein de métiers. J'ai voulu être radiologue. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. J'avais fait une radio un jour, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. On voit à l'intérieur. Tu voulais voir l'intérieur de tout le monde. Je trouvais ça fou et je veux être ça. Et quand j'ai compris que c'était des études de médecine très longues et très chiantes, je fais oh, non, finalement non. Peut-être pas. Mais du coup, ouais, je crois que je voulais être radiologue et c'est tout. Ça a été mon plan de carrière pendant longtemps. Et à quel moment justement la musique arrive dans ta vie? Je sais plus trop, ça arrivait assez vite. Ça a toujours été là. Mais dans ma tête d'enfant un peu con, je pensais que tout le monde chantait bien. Je ne pensais pas que c'était un don. Donc, du coup, pour moi, c'était même pas un plan de carrière, parce que tout le monde chantait bien. Et juste, il y en avait des gens qui décidaient d'en faire leur métier et d'autres non. Et déjà, quand j'ai commencé à découvrir que d'autres gens chantaient pas bien, je fais « Ah, donc c'est unique ce que j'ai? Ok, marrant. » Donc, j'ai commencé un peu plus à m'étaler sur le sujet. Mais donc, du coup, c'est venu assez vite dans ma vie, dans le sens où j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, etc. À quel âge? J'avais... Je crois 17 ans. C'était une période où, pareil, je me faisais pas mal harceler aussi au lycée et où je voulais devenir une star de mon côté. Et comme ça, une fois que j'étais une star, et ben, je pourrais dire à tout le monde, regardez, je suis pas une bolosse, je suis une star. Une revanche, quoi. Ouais. Et sauf que ça n'a pas du tout marché. Ma vidéo a fait 300 vues. Mais j'ai quand même continué à en faire parce que j'y ai pris goût. Sauf que j'avais très peur d'en faire mon métier. Parce que c'est toujours très dur de se laisser, de se montrer dans quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que là, si on me demande, bah, vas-y, danse, bah, oui, je vais danser, il n'y a aucun problème, parce que je sais que je danse très mal, donc il n'y a pas d'ego, il n'y a rien qui est lié à ça. Tu avais peur de l'échec sur quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Exactement, c'est ça, j'avais très peur qu'on me juge sur quelque chose que j'aime autant. Donc j'ai mis du temps à me dire que je voulais en faire mon métier. Et c'est seulement après quelques années, dont des études, etc., vers mes 20 ans, où je me suis dit, bon là... T'as fait quoi comme études? Alors j'ai fait 1 mois de fac d'anglais, que j'ai arrêté très très vite, parce que les cours n'étaient pas obligatoires, donc à partir de là, très facile de ne pas y aller. Et après, j'ai fait un BTS diététique. Ouais, rien à voir, en fait. Rien à voir, mais j'ai adoré. Ça, tu l'as terminé? Je suis allée jusqu'au diplôme, mais en fait, en même temps que je devais passer le diplôme, je signais en maison de disque. Donc je fais, bon, bah, le diplôme, il passe à la trappe. Et donc finalement, c'est les réseaux sociaux qui te permettent de signer en maison de disque? Ça en a fait partie, ouais. C'est le fait que j'ai déjà une communauté, etc., ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Tu dirais que ça a pris d'un coup ou vraiment il a fallu que tu fasses preuve de patience? Les deux. Il y a vraiment eu des périodes où ça montait très très vite, où j'apparaissais parfois même dans des vidéos d'autres youtubeurs, etc., dans des stories, parfois de chanteurs, de Angèle, une fois, de choses comme ça. Donc il y a vraiment des gros pics. Et puis d'un coup, ça se recalmait, ça stagne, et puis gros pics. Donc ça dépendait des fois. Et après, il y a eu une grosse stagnation. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à tomber en dépression, où là, en fait, même moi, je savais plus quoi faire. Donc tout était un peu mou. Et quand je m'y suis remise, donc il y a à peu près 1 an et demi, où vraiment je me suis dit, bon, allez, je fais mon projet à moi. Ça fait que monter crescendo depuis ce jour-là. Et depuis, ça fait que monter. Donc on l'a dit en début d'émission, l'EP s'appelle Antidépresseur. Le titre n'est pas anodin, tu l'as évoqué, tu as fait une dépression il y a 2 ans. Oui. Tu disais que c'est parce que tu dis que c'est parce que à ce moment-là tu savais plus où, tu avais plus de repères, tu savais plus quel sens donner finalement. Oui, en fait, j'ai eu un entourage dans le milieu de la musique au tout début qui était très nocif pour moi, où en fait j'étais un peu devenue une marionnette et on me demandait un peu de faire des choses que je voulais pas trop faire. Mais je me suis laissée faire parce qu'en fait, pour moi, je me suis dit que c'était le seul moyen d'avoir un pied dans la musique, c'était d'accepter un peu tout ce qu'on me disait de faire. Donc, chante d'une certaine manière, t'as pas le droit d'écrire tes morceaux, t'as pas le droit de composer tes morceaux, ton style, ça va être ça. Et en fait, je me suis laissée aller sans vraiment dire je ne veux pas. Donc, j'étais consentante, en fait. Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, petit à petit, l'entourage est devenu très oppressant. Et à tel point que j'étais observée, épiée en permanence sur tout ce que je faisais.
ce qui m'a mené à un état psychologique très, très compliqué. Et là, à ce moment-là, j'ai coupé les ponts avec cet entourage-là qui était très toxique. T'as changé tout ton staff, en fait. J'ai changé, pas tout. J'ai gardé ma maison de disques, qui, eux, sont absolument géniaux. Mais c'était l'intermédiaire, on va dire. Entre la maison de disques et moi, j'avais un intermédiaire, ouais, plus ou moins. J'ai enlevé toute cette partie-là. Ça a été très dur, ça a été très long, ça a été très dur moralement. Et une fois que du coup je m'en suis enfin débarrassée, et je me suis dit, bah, ok, maintenant c'est bon, je prends ma vie en main, bah, la dépression était déjà là. Je pense qu'elle avait fait son petit chemin tranquille dans son coin et que vraiment elle m'est tombée dessus un matin littéralement, et je me suis dit, ok, bon, bah là que fais-je de ma vie? Et je me suis quand même dit, bon, bah, j'essaie quand même un peu de faire de la musique, de composer, mais on m'a tellement toujours dit que j'étais pas capable de composer, d'écrire, que je savais même pas par où commencer, mais j'ai quand même fait. Et j'ai posté des petits bouts sur TikTok et j'ai vu que ça marchait. Je me dis, bon, bah, c'est fou, c'est moi qui fais et ça marche. Ok, c'est dingue. Ma maison de disques ne m'a jamais lâchée et a continué à croire en moi et à investir en moi. Et bah, du coup, j'ai continué quand même et on en est là. Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu es sortie de dépression? Non, j'aimerais dire que oui. J'aimerais dire que oui, c'est fini, c'est derrière moi, mais non. Non, je suis encore sous traitement, j'ai encore ma thérapie. Ce qui est sûr, c'est que je vis avec maintenant. Je l'ai accepté complètement, qu'elle est beaucoup moins dure à vivre, qu'il y a des périodes, que j'ai accepté aussi l'idée que c'est une maladie. C'était pas moi. Et voilà. Mais non, j'en suis pas sortie. Si tu le veux bien, on va maintenant se concentrer exclusivement sur l'école. Oui. Pour toi, ça commence à remonter un tout petit peu. Comment tu juges l'école française aujourd'hui? Mal, évidemment. Maintenant, c'est jamais tout noir, tout blanc, mais évidemment mal, parce qu'à partir du moment où on juge une intelligence sur la capacité à apprendre des choses par cœur, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'aime pas ça, j'aime pas la manière dont c'est... même dont c'est agencé, c'est con, quoi, mais on est 30 dans une classe, des gens qu'on ne connaît pas, on n'a aucune éducation, ne serait-ce que sur... parler entre humains. En fait, il devrait y avoir un cours humain où simplement on parle de comment on se sent, de nos émotions. On devrait libérer la parole sur 1 milliard de choses. Il devrait y avoir, j'en sais rien, 1 heure par semaine ou 1 heure par jour où on pourrait parler librement de comment on se sent, même dans cette classe, ou comment on se sent avec les autres, ce qu'on aimerait faire dans la vie, ne pas être jugé pour ça. Et c'est très triste aussi, parce qu'après, on va parler même à l'école de crise d'adolescence, ce que je trouve nul à chier, pardon, je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là, mais que je trouve nul qu'on juge un ado qui est à l'école et on lui dit « tu fais une crise d'ado », parce qu'en fait, il est né dans un monde où on lui dit « ça se passe comme ça ici ». Et lui, il dit bah, « attends, je suis pas sûre, peut-être qu'on peut faire comme ça ». « Ah, tu fais une crise d'ado ». Non, je fais pas une crise, je me pose des questions. Et c'est toi qui fais ta crise de me dire « non, c'est comme ça que ça se passe ». Et même ça, dans l'école, même les profs, ou même les humains entre eux, on a tendance à parler voilà, de crise d'ado, ah, c'est la mauvaise période des ados, et à l'école, c'est mal vu, et c'est nul en fait. Non, c'est tous notre première fois à être des humains, donc venez, on s'entraide tous, et on galère ensemble. Un cours d'entraide. Un cours d'entraide. Et je sais que c'est utopique de parler comme ça, mais oui, ça aurait été bien un cours où juste on parle et on parle de nos émotions seulement, quoi. Si je te donnais une baguette magique et tu pouvais changer quelque chose là d'un coup, tu changerais quoi? À l'école, du coup. Bien sûr. J'ai dit qu'on parle que de l'école. Ah là là, c'est dur. Et je sens que quand je vais sortir de l'interview, je vais faire putain, j'aurais dû dire ça. Attends, je réfléchis. Ou sinon, comment est-ce que tu vois l'école de demain? Par exemple, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de musique? Est-ce qu'elle est enseignée, la musique, de la bonne manière? Je pense qu'il faudrait un endroit d'activité, déjà. Il faudrait, alors là c'est con, mais un cours de vie, dans le sens où les choses de la vie un peu tous les jours, les papiers, comment les différentes manières après de... Enfin, oui, les papiers, les impôts, les trucs, enfin, c'est con, mais un peu tout ça.
Parce qu'après, vraiment, on nous apprend des matières très spécifiques et après on nous dit allez-y dans la vie. Mais oui, mais je ne sais pas vivre. Un cours d'administration. Oui, de ouf. T'es pas la première personne à soulever ce point. Et bah oui, il faut faire ça. Je sais combien font 2 + 2, mais par contre, remplir ma fiche d'impôt, c'est mon papa qui le fait depuis que j'ai 17 ans. Donc j'aimerais bien des cours de ça, comment vivre, comment appréhender les humains, comment parler aux autres humains. Et aussi, très important, parler de l'idée, vraiment, mais un cours d'humanisation, quoi. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, et que absolument personne dans le monde, ça n'existe pas, n'agit en se disant je fais une action méchante ou je fais une action gentille. On a tous des traumas et des vies qui font que moi, aujourd'hui, dans l'histoire de quelqu'un, je suis potentiellement la méchante. Sauf qu'en vrai, je n'estime pas l'être. Et il faudrait justement apprendre aux humains très très tôt au lieu de se dire « Ah, lui, il a été méchant avec moi ». Non, pourquoi il a fait ça ? Quels sont ses traumas ? Bon, évidemment, on ne va pas demander ça à un enfant de 2 ans, mais de se dire directement « Non, il n'a pas agi ça contre toi ». Et non pas pour aller soigner la personne, mais juste pour ne pas remettre en question ce qu'on est. Si un enfant va nous dire à 4 ans, moi ça m'aurait aidé énormément. Ne pas prendre pour soi les actes des autres. Exactement, c'est lui qui a un problème en fait de t'insulter. Enseigner les accords Toltec, quoi. Exactement, voilà, on va faire ça, on va mettre ça en place. On a parlé de harcèlement beaucoup dans cette émission. L'Éducation nationale a mis en place cette année des cours d'empathie. On en parle de plus en plus. Est-ce qu'on en fait assez ou il faut en faire encore plus ? Je ne sais pas ce qui a été mis en place et je n'ai pas trop confiance en ce qui a été mis en place, si je dois être très honnête. Quand je vois les priorités qui ont été mises en place avant le harcèlement, je me dis que c'est vraiment pas une priorité pour le gouvernement. Mais là, les choses ont changé, on va dire, depuis l'année dernière, où je trouve qu'il y a vraiment eu tellement de prises de parole qu'on ne peut pas fermer les yeux. Il faudrait voir l'évolution. Il faudrait voir si ça a marché. Et en fait, c'est une bonne chose. Il faut tester différentes choses. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas juste se dire voilà, on a testé. Mais tester 1 milliard de choses différentes, parce que ça peut vraiment changer l'humanité tout entière, quoi. C'est déjà la fin de l'émission. Non. J'aime bien parler de moi. Merci Lisa. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs, de nous avoir donné ton point de vue. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.